Azuf Lekon, Tazuf Lewen, En Sofiskon, Ten Sofiswen, à fréquence Paris pluriel, 106.3. Et Undehga Tmazra, une émission proposée par l'association Tamazra. Arousawav, Massin, Art Machinin, dirige. Au micro, Massin, à la technique, dirige. Invgin Wassa, Laga Shgerouch. L'invité d'aujourd'hui est Laga Shgerouch. أزف لكم تزف لوين أن سفرت ذولتا جينيان إوندهجان ثمزغا نباريا. Bienvenue à toutes et à tous à cette émission que vous propose Tamazra Paris. Une émission qui passe sur la radio Fréquence Paris Pluriel 106.3. Une émission que nous avons choisi d'appeler Awalni Maziran. Awalni Maziran, Tsadouil, Tidhega et Undhega, Tamazra, Aradet Addin, Avrid et Ouagour. Une émission qui vous sera proposée une fois par mois. L'invité d'aujourd'hui est notre ami Laga Shgerouch, Azul Laga. Azul, ouais. Alors, Laga Shgerouch, prof à l'université à Paris. Il est spécialiste, disons, des affaires nord-africaines. Il est politologue et il est un expert en matière de géopolitique nord-africaine. Donc, il a l'habitude d'intervenir, d'écrire, de réfléchir sur la situation, notamment en Afrique du Nord, mais pas que. Et à Tamazra, nous avons aussi l'habitude de l'inviter, notamment pour pas mal de rencontres que nous avons diffusées par vidéo. Nous avons beaucoup discuté de l'Azawad, de la Libye et du Mzab et de toutes les questions au fait liées à l'Afrique du Nord, mais nous, on dit tout simplement toutes les questions liées à la Mazérie. Aujourd'hui, on va essayer de faire le tour justement de Tamazra, donc de la situation qui règne à Tamazra, avec Laga Shgerouch. Certainement, on va pas rentrer dans les détails de tout ce qui se passe à Tamazra, parce que sinon on va passer des heures et des heures, voire des jours et des jours. Donc on va essayer d'aller à certains points essentiels et on va survoler l'actualité et les points chauds aujourd'hui à travers Tamazra. Donc Laga Shgerouch, j'aimerais bien qu'on commence par ce qui se passe dans ce qu'on va dire à Tamazra, ce qui se passe à Tamazra central, hein, autrement dit le territoire qui est sous l'autorité de l'État algérien. Alors, l'État algérien a décidé de faire de la langue amazigh, de la langue berbère, une langue officielle. Et récemment, quelques mois, ce même État a décidé de reconnaître, Innayer comme fête nationale et puis comme jour férié et chômé. Voilà. Alors, qu'en pensez-vous de tout ça? Qu'en pensez-vous de cette initiative de l'État algérien? Azul Massin, si vous me permettez juste un mot sur Tamazra en général, et puis on ira sur l'Algérie et pourquoi pas les autres régions de Tamazra. Il est vrai, il est certain, tout ce qui venait de citer la reconnaissance de la langue berbère, donc la langue tamazigh, la reconnaissance du nouvel an berbère, et puis pas mal d'autres, je dirais pas reconnaissance, mais des faits acquis pour l'émancipation amazigh. C'est le produit de longues luttes, de longues revendications donc, de la société nord-africaine amazigh, quel que soit le coin de Tamazra. Et on assistait, on avait beaucoup d'espoir, et on a encore des espoirs. L'espoir est toujours, comme on dit, du côté des peuples amazirs. Donc, une forme d'émergence, une forme de réveil amazigh qui, à mon sens, s'articule, on peut aller, si vous voulez, tout à l'heure, dans les détails, il s'articule sur trois aspects. Un, la prospérité
particularité de cette région du monde, qui, à mon sens, moi, en prenant un peu, comme vous venez de me présenter, l'aspect géopolitique, géographique, géohistorique, c'est un continent à part. Il est délimité par le sud, par le Grand Sahara, il est délimité par le nord, par la Méditerranée, à l'ouest par l'Atlantique, et bien sûr, même à l'est, par l'Égypte. L'Égypte, le Nil, si vous voulez, même pas l'Égypte, parce que l'Égypte ne fait pas partie, a tourné le dos depuis des siècles à l'Afrique, à notre Afrique du Nord, à nous, donc Afrique du Nord, amazigh. Donc c'est un continent à part. Ce continent à part, il a quelque chose de très spécifique, une continuité physique, territoriale, linguistique, culturelle, historique. Et pour vous rappeler un peu, quand vous citez juste une personnalité d'Afrique du Nord, vous avez les Marocains, ils disent il est à nous, les Tunisiens, ils disent à nous, les Algériens, ils disent à nous. Même à l'intérieur d'un seul territoire post-colonial, par exemple l'Algérie, vous avez les Kabyles, ils vont dire ce personnage historique berbère est à nous, les Chaouis vont dire la même chose. Pour l'exemple, Juba. Les Marocains, ils disent, c'est à nous. Prenez par exemple une autre question, le couscous, qui est un plat berbère d'excellence depuis des millénaires. Tout le monde se bagarre sur ça. C'est-à-dire, en réalité, je vous vois, vous me voyez. Donc, le pile ou le face, il est à la fois, dans le cas, par exemple, algérien, il est à la fois kabyle, chaoui, mouzabite, touareg, la même chose chez les Marocains. Il est à la fois chlou, rifa, etc. Et même, on est parti très très loin dans le fait que le puzzle nord-africain, amazigh, il a explosé. Prenez le cas de la Libye. Quand on dit amazigh de Libye, beaucoup de gens pensent uniquement de la partie ouest de Tripoli, sachant que les Touaregs sont aussi amazighs, plus au sud. Radamès sont plus amazighs. Nous sommes tous amazighs. Et donc, ce qui se passe maintenant, et c'est ça pourquoi je parlais d'espoir, c'est cette amazighité fédérale, reconstituée, ou qui se reconstitue, qui fait peur. Et c'est pour cette raison, ça a été suivi par des reconnaissances. Je cite, vous avez cité la langue, constitutionnalisée, officialisée, vous avez cité le Nouvel An, les télévisions maintenant, chaque État post-colonial, elle a sa propre télévision amazigh. Avec un contenu que l'État veut lui donner. Bien sûr, avec contenu que chaque État veut lui donner. Il n'y a plus de tabou. Même des tendances poussent aujourd'hui je parle au sein des pouvoirs, que le 20 avril soit reconnu comme une journée amazigh nationale en Algérie. L'exemple fabuleux, c'est quel est le lien entre Matoub et les Libyens, quel est le lien entre Matoub et les Tunisiens. Ouais. Tous ces peuples-là, aussi, je dirais, disons des peuples, parce qu'il y a une nation. Et ça, on peut discuter. Il y a une nation amazigh et des peuples qui font partie de cette nation-là, amazigh, qui se situe sur un territoire 5000 km sur 5000 km. Alger, Tombouctou, Siwa, Tanger. Voilà. Donc, on peut aller même jusqu'aux îles Canaries, parce que les Canaries, on ne va pas les... généralement, c'est comme on dit, un peu les géographes, ils oublient toujours les îles. Mais bien sûr, les Canaries font partie de ces territoires amazigh. Donc, dans le cas algérien, cette reconnaissance n'est pas un désir, à mon sens, n'est pas un désir du pouvoir algérien. S'il voulait le faire, il aurait dû le faire il y a longtemps. Mais simplement, à mon sens, c'est une réponse à une demande, à une exigence même pas une demande, et c'est une façon de précipiter les choses. Parce que la meilleure façon de pervertir les choses, il faut les précipiter. Ouais. Quelqu'un est devant, juste au bord du précipice, vous lui laissez le temps de descendre, et il peut trouver un moyen pour descendre, pour aller au fond, de manière intelligente. Mais quand vous le poussez, il va tomber sur sa tête. Et donc, le fait de précipiter les choses de cette façon-là, reconnaître, officialiser la langue tamazight sans régler les problèmes en amont, exemple, je peux citer un exemple, un détail pour vos auditeurs et pour tout le monde. Quand vous dites que l'Algérie est un pays arabe, la même chose au Maroc, la même chose en Tunisie, bien sûr. C'est un pays arabe. Et la langue officielle et nationale d'État, c'est l'arabe. Là, il y a une continuité.
juridique, constitutionnel, dans le raisonnement. Forcément, tout ce qui va vers l'aval, cadastre, l'éducation, la culture, l'art, la musique, tout ce que vous voulez, il ne peut être qu'en arabe. Vous venez, vous dites le berbère, le tamazigh est une langue nationale et officielle dans un pays arabe. Ça n'a aucun sens, ouais. C'est comme ici, en France, on dira que l'anglais est une langue nationale. Ça ne changera rien. Ouais. Et c'est ça, ce que j'appelle, moi, tout à l'heure, précipiter les choses. D'accord, vous voulez qu'elle soit nationale et constitutionnelle, nationale, officielle et constitutionnelle, vous l'avez. Mais simplement, quand vous, dans une petite réunion de cadastre ou d'urbanisme, on va nommer une rue, vous la nommez comment ? Vous l'écrivez en tefillah. Ok, vous l'écrivez en tefillah. Mais vous écrivez quoi exactement ? La rue de Aïcha, la rue de Mohamed. De Khadija, c'est sûr. Ou de Khadija. Ouais. Par contre, si vous... Et ça, c'est logique. Parce que le pays est un pays considéré arabe, constitutionnellement. Ouais. Par contre, si vous dites que le pays est amazigh, forcément, vous allez écrire le nom de la rue Djugurta. Massinissa. Exil. Exil, etc. Quand le pays est amazigh, Exil, il devient un euro. Et Okba devient un envahisseur. Exact. Quand le pays est arabe et musulman, bien sûr, Okba et l'héros est un héros. Et Exil, il devient un mécréant. Et même pas un résistant, un mécréant et quelqu'un qui fait partie d'une époque qui s'oppose à l'islam. Voilà. Exactement. Donc on peut, pour résumer, on peut dire que au fait, cette soi-disant, cette pseudo-reconnaissance n'est pas sincère et n'est pas forcément quelque chose qui présage du positif pour la majorité en Afrique du Nord. Non, pas du tout. Si vous avez absolument raison. Si vous connaissez sur cette question précise ma position, si elle était sincère, si elle était honnête, on ne suivra pas cette démarche. La démarche qui découle d'une sincérité, c'est de poser le problème comme ils l'ont posé les Amazirs de Libye, ou une partie des Mozabites, ou comme il est posé par le mouvement berbériste, disons, j'aime pas les qualificatifs, mais je vais le faire, le mouvement berbériste kabyle. Donc, nous sommes qui ? Et il nous reste un exemple pour les éditeurs. S'il y a une femme, elle va s'habiller d'une manière féminine. Elle a le droit de s'habiller masculine, ça c'est son problème. Mais naturellement parlant, elle va s'habiller comme ça, elle va se comporter comme ça. Si c'est un homme, il va se comporter. Donc, nous, dans ces pays-là, dans ce territoire-là, on a hérité 5 ou 6 États, 5 États post-coloniaux. Quel est le statut historique de ces pays-là ? Si c'est des pays amazirs, il faut les habiller en amazir. Il faut les éduquer en amazir. Si ce sont des pays arabes, et le pire de ça, c'est que même les autres, ceux qui ne sont ni arabes, ni dans cet espace, les considèrent arabes. Vous me dites que vous êtes arabe. Et donc, forcément, le pouvoir, il ne part pas du principe que c'est une région ou c'est un pays amazir. Donc, il n'est pas sincère. Alors, on va faire une petite pause avant de revenir à ce sujet toujours. Donc là, on va voir ce que Erige nous a préparé, nous a concocté comme musique. Et pour rappel, وسمكتيا عقل كنيد ذي ذويلت أولني مزيغا يوندهجا مزغا ذي راديو إمقارن فريكونس باري بلوريال 106.3. وتعوينا يمنا نتراتا غي زرفان النسف السويضان السيغني مجان
تمزيدة 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 وريلك توادايا غاس غدي ودا تمزيدة 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 وريلك توادايا غاس غدي ودا صمدل نادر ديك سينا لدل النغدوزات يداو دري مايو هي غرب دفيلو داي اللي نوالو ما يدوم صنغاسو يداو دري مايو هي غرب دفيلو داي اللي نوالو ما يدوم صنغاسو تمزيدة 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 وريلك توادايا غاس غدي ودا تمزيدة 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 وريلك توادايا غاس غدي ودا تسنى الفيا والمزايدة ناس تصواني دني غرفان أدنى اللي في تمارا أدنى نفتي مورا نصلك تفرارا سولي متغمى تارا أدنى اللي في تمارا أدنى نفتي مورا نصلك تفرارا سولي متغمى تارا Azul Tic Navan, Aklakunid de radio fréquence Paris pluriel 106.3 ديثويلت أولني مزيغان نيون دهقان ثمزغان إنفقين قوساقيان لاقان شقروش تيزليت سيمي تسلم تيزليت ترفاع ثمي قارن ثيقر أولا تيزليت قارنس المغرب بوستان le c'est au fait, ça parle de la monarchie marocaine qui qualifie d'un État islamique. Pourquoi? Parce que la monarchie, comme les autres États d'ailleurs, sont dans une logique d'islamisation dans le but d'éradication de la majorité de l'Afrique du Nord. Vous êtes bien avec l'émission Awelni Maziran, proposée par Tamazra à Paris sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3. أدنوال أرين فقنا وساقيا لا قاش قروش نكمل السيول غافين يدي شدن مزغة الماس. Donc nous allons poursuivre notre discussion. Et justement, donc là on vient de vous venez de nous montrer que cette pseudo-reconnaissance de l'État algérien n'est qu'une reconnaissance, en fait, une reconnaissance de façade. C'est de l'enfumage, comme dirait l'autre. Et justement, je voulais avoir votre point de vue. En même temps, si vous avez des informations à nous donner à ce sujet, sur l'IMZAB, sur la situation dans l'IMZAB. D'ailleurs, c'est paradoxal qu'un État qui reconnaît entre guillemets la langue amazigh, il réprime de la façon qu'il le fait dans l'une des régions qui tiennent à son amazérité et qui ne veulent pas y renoncer malgré tout ce qui est fait depuis des décennies afin de les éradiquer. Alors justement, qu'en est-il dans le Mzab et comment expliquer l'acharnement
de l'État algérien sur cette région, et pourtant qui, numériquement, si vous voulez, démographiquement, ne représente pas grand-chose pour un territoire aussi grand que ce territoire-là qui est contrôlé par l'État algérien. Dans l'apparence, oui, vous avez raison. Dans l'apparence, le Mzab ou le pays des Mouzabites, dans l'apparence, ne représente rien. Comparé à 2 300 000 km², 40 millions d'habitants, des ressources naturelles, financières, humaines énormes. Donc le petit pays Mzab ne représente rien. Ça, c'est dans l'apparence. Mais dans la réalité, le pays Mzab est un concentré de culture, de civilisation, d'histoire, et de ressources également. C'est un tout petit pays microscopique. On pouvait par analogie, c'est la Suisse de l'Europe. Et donc le Mzab, c'est la Suisse de l'Algérie. De tous les points de vue. C'est là où une des formes ou des variétés de Tamazir, de la berbérité, qui est encore vierge. Donc, et est une langue instrumentale. Donc, travailler, parler, qui organise la vie des Mouzabites. Ça fait la peur du pouvoir. Deuxième élément important, c'est l'aspect culturel. C'est le pays Mzab, c'est l'exception. C'est pas un islam traditionnel, c'est pas un islam malikite, c'est pas un islam wahhabite, c'est pas un islam qui compose avec les puissances internationales, il faut le dire, parce qu'on reviendra sur ça. C'est un islam vécu en toute discrétion. Il ne cherche ni à convertir, ni à se convertir. C'est un islam ibadite. Troisième élément important, c'est le côté un peu moderne chez les Mouzabites ou industriel. Ils ont une forme d'organisation économique qui ne laisse rien au hasard. C'est un peuple commerçant. C'est un peuple qui... un exemple en Afrique du Nord qui disait si dans un village il n'y a pas un Mouzabite, il n'y a pas de vie. C'est quelque part cette forme-là, on le retrouve dans d'autres régions, particulièrement en Kabylie. C'est vrai, il y a les Kabyles résidents, résidents au sens sociologique du terme, c'est-à-dire que c'est des gens qui ne bougent pas, les historiques, qui sont comme les montagnes du Djurdjura, ils ne bougent jamais, ils n'ont jamais quitté leur territoire. Et il y a les Kabyles qu'on peut appeler les Ouawa, les commerçants, les navigants, les voyageurs, les vagabonds, au sens noble du terme, au sens noble du terme, les voyageurs. Les Mouzabites, ils ont les deux côtés. Sur un territoire beaucoup plus petit que la Kabylie, un territoire très concentré, même pas je dirais peut-être le 1/100e de la Kabylie. Et vous avez les deux formes. Les Mouzabites gardiens du temple, gardiens du lieu, et les Mouzabites qui sont partout. Et c'est ça, les trois éléments. Le côté ingénieux, industriel, commerçant, donc le premier point, le côté linguistique et le côté culturel dérangent le pouvoir. Et quelque part, ils s'acharnent parce qu'on peut reconstruire l'Afrique du Nord à partir de l'exemple kabyle ou de l'exemple mouzabite. Et personne ne veut reconstruire l'Afrique du Nord à partir de ces deux exemples. Parce que qu'est-ce qu'ils demandent les peuples ou les citoyens de cette grande région du monde? Ils demandent que le socle soit amazigh et que la mazirité puisse s'épanouir sur cette base-là. Comment, ça c'est une question de temps et question de moyens. Chose qui a été bannie pendant 2000 ans et on va pas la reconstruire en quelques jours, pour calmer un peu les ardeurs de certains. Mais c'est la volonté et le désir, il est là, on peut le faire sur 2 générations au lieu de le faire sur 2 siècles. Deuxième élément, culturel. Il est reconnu et connu et pratiqué que c'est une religion plurielle. Pluriel au sens de la liberté de la foi, la liberté de la conscience, la liberté du mœurs, la liberté du culte. Vous êtes orthodoxe, c'est votre affaire. Vous êtes catholique, c'est votre affaire. Vous êtes musulman. L'islam, il n'y a pas un islam. 36 000 variétés d'islam. Il n'y a pas que l'islam et les religions. Il y a les gens qui sont non-religions, non-croyants. Et la culture amazigh,
elle a accepté toutes les cultures. Donc forcément, elle est elle-même plurielle. Et comme on parle d'une radio plurielle, elle est plurielle. Et le pouvoir n'aime pas ça. Un seul Dieu, un seul président, un seul ceci, totalitaire. Je dirais même pas pensée unique. Totalitaire. Et le troisième élément qui dérange le pouvoir, c'est le côté ingénieux, le côté industriel. Le pouvoir est un pouvoir rentier. Au Maroc, il est rentier. En Algérie, il est rentier. En Tunisie, il est rentier. Ils ont une rente et l'exploitent. Pourquoi la rente? Parce que la rente, je suis à la source du pétrole ou la source de l'eau ou la source de ce que vous voulez. Je suis à la source et je vous donne des gouttes. Donc, c'est une culture qui est des rentes, des cultures de corruption, domestication. Par contre, si on est tous dans le travail, comme les Mozabites, comme les Kabyles, comme les Chaouis, regardez l'exemple encore plus beau, les Touaregs. Ils n'ont rien et ils vivent parce qu'ils travaillent. Ils font le commerce, le voyage, ils cherchent dans tout le territoire des Touaregs. Ils n'ont pas besoin de rente. Le pouvoir a besoin de rente pour corrompre. Et ça le dérange. Voilà un exemple. Les Mozabites, ils vivent de cette façon. Les Kabyles, ils construisent la Kabylie par le travail, soit le travail de l'immigration, c'est toujours le peuple du voyage. Et donc, ça dérange. Les trois aspects chez les Amazirs dérangent tous les pouvoirs d'Afrique du Nord. Voilà, donc on a compris finalement les Mozabites, ils ont une richesse énorme qui dérange ce pouvoir qui veut en réalité tout éradiquer. Éradiquer tout ce qui sort. Voilà. Et garder qu'un seul instrument, la rente pour corrompre. Voilà, exactement. Pour domestiquer. Ouais. Et s'ils n'arrivent pas, si vous me permettez une seconde, s'ils n'arrivent pas à domestiquer, ils répriment. Et ce qui se passe. Exactement. Juste, pas loin au nord du Mzab, il y a une autre région qui est très connue, c'est les Aurès, les Chaouis. Alors, beaucoup disent beaucoup pensent que dans cette région, il n'y a pas de mouvement pour la majorité, ou que cette région ne veut pas se battre pour la majorité, ou que cette région a accepté l'assimilation. Est-ce qu'on peut dire ça? Ou, au fait, il y a là aussi des choses que l'État algérien nous cache, ou l'État algérien aussi essaye d'éradiquer? C'est, à mon sens, tous les gens qui disent que le pays chaoui, c'est fini, il est domestiqué, il est vassalisé. Je vais utiliser même un autre mot. Et excuse-moi, là, pour les auditeurs notamment, si je pose cette question, c'est surtout parce que tu es chaoui, tu es originaire de cette région. Donc, voilà. Non, mais merci de préciser ça. Je se trompe lourdement. Le drame de ce pays-là, c'est que c'est un peu, je rajoute la Tunisie, parce que en réalité, c'est pas simplement le pays chaoui, c'est les pays des Intanes. Les Intanes, ils vont de la Libye, de Souara, jusqu'aux Aurès un peu, et il y a des petites, mais la concentration humaine, c'est là. C'est le pays de Djugurta, c'est le pays de Daya. Vous allez me dire ça, c'est nostalgique. Non, c'est toujours là. C'est toujours là, qu'on le veuille ou non. Djugurta est parmi nous. Il est ici et maintenant. Simplement, il faut lire l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette région-là? Pourquoi cette région-là a subi autant s'il y a vraiment, il faut le dire ouvertement, s'il y a vraiment une agression contre la majorité, c'est bien dans cette région-là. Vous me connaissez, je suis fin connaisseur, humainement parlant, pas sur le plan intellectuel, humainement parlant de la Kabylie et du Mzab. Quand je parle en Kabylie, souvent je dis il manque un drapeau et autre chose. Le pays est constitué. C'est-à-dire les gens dans la rue parlent la langue, son comportement, les couleurs, les femmes, tout est barbare en réalité. Avec des tendances d'islamisation, de temps en temps on peut parler de ça, mais vous n'êtes pas étranger. Votre identité, donc symbolique, et votre identité physique, quand vous voyez une belle femme kabyle habillée avec les couleurs kabyles ou couleurs berbères, dit je suis chez moi. Mais quand vous allez dans le pays chaoui, vous n'avez pas ça, dans l'apparence. Vous n'avez pas ça. Vous avez une apparence d'un pays profondément arabe ou arabisé. Et la première victime,
Le premier qui a décrit ce phénomène, c'est Kateb Yassine, qui est un Chaoui. Il décrit que le fait que dans cette grande région, qui est le bastion par l'histoire, hein, vous citez ce que vous voulez, il est de cette région-là, historiquement. Elle est la porte, avec la Tunisie, la porte d'Afrique du Nord. Tous les envahisseurs sont passés par là. Donc, tout ce qui peut profondément rattacher ce peuple-là, les Chaouis, à la mazérité, ça a été cassé. Ouais. Ça a été arabisé, francisé, etc. Jusqu'à un point, on peut trouver 100 écrivains en français, peut-être 20 en arabe. Vous ne trouverez pas un écrivain en berbère, sauf le poète de 3 langues, Kateb Yassine. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Dans cette région, je pense que la question de la mazérité a été intériorisée pour la protéger. Et je vous donne un exemple. Le Chaoui est Chaoui chez lui, avec sa mère, avec ses parents, dans sa petite famille. Ça, c'est ce qui est vécu. Hein. Et après, on va parler de ce que, si vous voulez, si vous le permettez, de l'aspect manifestation. Donc, il est dehors, il adopte la culture du dominant. Et que la culture du dominant, c'est l'arabisation. Hein. Aujourd'hui, hier, c'était la culture du colon, la culture du caïd, à l'époque turque, à l'époque française, la culture du colon, à l'époque du FLN, c'est la culture du dominant algérien. Mais les choses commencent à bouger, mais vraiment bouger. Et on peut citer des exemples. Maintenant, il y a suffisamment d'associations qui demandent la protection de tout ce qui est vestiges, monuments de la culture berbère. L'aboutissement a conduit jusqu'à avoir un monument pour Daya, pour la Kaïna, à la ville de Khenchla. Également, on a assisté quand le pouvoir voulait refuser de financer la promotion de la langue amazigh. Effectivement, en Kabylie, il y a eu beaucoup de gens, de manière, à mon sens, décentralisée, c'est-à-dire dans chaque ville, dans chaque village. Par contre, dans les Aurès, tout le monde a convergé vers Betna. Il y avait un regroupement presque général de toutes les villes, même si on ne peut pas aller, on envoie à la manière berbère. Hein. J'envoie un représentant de ma... Des délégations. Une délégation de mon village. J'envoie une délégation de ma ville, de ma tribu. Et on assiste aujourd'hui, quand vous allez sur les réseaux sociaux, tapez Chaoui, vous avez des centaines et des centaines de pages qui parlent de la mazérité. Bien sûr, le pouvoir est très, très instruit, très malin. Il sait que en termes de nombre, hein, cette fois-ci en termes de rapport de force, il ne peut pas jouer avec... Il peut jouer avec les Mozabites, il peut le réprimer, mais il ne peut pas jouer avec 2 régions, avec les Aurès et la Kabylie. Parce que si vous additionnez ces 2 régions, c'est 80% de l'Algérie. Exact. 80% en nombre, et je dirais peut-être 80% en pouvoir économique et 80% en pouvoir militaire. Les militaires, quel que soit le service, il est massivement Chaoui ou Kabyle. Quel que soit le service, quel que soit la force. Et donc, le pouvoir, il cherche à différer. Ici, pour vous donner un élément qui prouve ce que je dis, le plus anti-amazigh, le plus anti-berbère, vous les trouvez dans ces 2 régions, chez les Chaouis et chez les Kabyles. Pour rappel, un certain Othman, vous me corrigez, Othman... il se prenait pour un grand théoricien de l'arabité des Amazirs. Hein. Et Tachaoui. Et Naït Belkacem. Moulid Belkacem est un Kabyle. Vous voyez. Parce que tout simplement, le pouvoir, il utilise ce type d'intellectuel. On peut dire que d'ailleurs l'État algérien, le pouvoir algérien, a beaucoup investi dans ces 2 régions, c'est-à-dire la Kabylie et les Aurès. Oui, elle a beaucoup investi pour pervertir. Bien sûr, investi dans ce sens, bien sûr. Oui, dans ce sens-là. pour ses intérêts. Il a investi énormément, y compris en apport international. Il invite des experts de France et d'Arabie pour prouver des études même ethniques, des études de la Vienne, pour nous rattacher
la question qui se pose, pourquoi ils cherchent à nous rattacher? C'est ça le vrai problème. Pourquoi ils cherchent à nous rattacher quelque part? C'est simple. La question, c'est que les régences, les gouvernances, les pouvoirs, les États qui sont succédés sur cette terre-là d'Afrique du Nord, c'est des États qui ont toujours vécu sous tutelle. De l'époque romaine, la Suprême Porte, Paris et bien sûr l'Arabie. Ouais. L'Arabie, quelle que soit sa variété, Damas ou Bagdad, ou l'Arabie d'aujourd'hui. Ouais. Ils vivent sous tutelle. Et donc, quand quelqu'un est là dans sa tête une tutelle, il ne peut penser que tutelle, il ne pensera que les autres sont venus d'ailleurs. Exactement. Ouais. Par contre, si vous êtes dans une logique souveraine, pas au sens occidental du terme, pas au sens occidental, parce que au sens occidental, j'accepterai volontiers que l'approche gaullienne, pas gaulliste, mais gaulienne. La souveraineté, c'est pas forcément ce qu'on traduit régulièrement, l'Amazigh est un homme libre. L'Amazigh est un homme souverain. Il est souverain sur sa terre. Parce que nous, les Berbères, il y a dans ce monde-là deux façons de penser le monde. Soit vous le pensez selon un système idéologique établi. L'amour de l'idéologie, l'amour de l'islam, l'amour de la chrétienté, l'amour de ceci, l'amour de cela. Donc vous êtes animé par une idéologie. Sinon, vous êtes animé par votre pays, mon territoire, les couleurs. Et toute l'organisation chez nous, elle est pensée de cette façon-là. Et ceux qui pensent la tutelle et oppriment nos cultures dans toute l'Afrique du Nord, eux, ils pensent en idéologie. Quand vous regardez les structures de l'État algérien, c'est des structures d'un État califal. Le président est un calife, il est désigné et puis l'allégeance vient après. L'allégeance, même si c'est le bureau de vote, mais c'est une forme d'allégeance. Par contre, quand vous allez dans les villages kabyles, comment on désigne celui qui est le grand du village? C'est un consensus. Exactement. Et même s'il est désigné, c'est juste, il a un rôle presque d'arbitre. Ce qu'on appelle les républiques municipales. Et c'est l'Assemblée qui décide en réalité. Ouais. L'Assemblée qui décide. Ce n'est pas un système califal ou impérial, ou impérial en Europe, califal en terre d'islam. Voilà. Très bien. On va marquer une deuxième pause musicale. Je rappelle que vous êtes en direct sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3. Avec l'émission Awelni Maziran que vous propose Thamazra. Erige, qui est à la technique, va nous proposer une musique. الصحراء سندت تثقيل
زول هذيك تناظن في اللوان أثن تسلم إي تزليت ساكيني أفريس ذا شناي نمازيغن ليبيا ذا شناي مازيغن ليبيا تزليت إمي سما إي مازيغن إيثيك تناظن نقلا كونيد دي راديو فريكونس باري بلوريال 106.3 دي تذويلت أول نمازيغن إيون دهقا ثمازغا روساوض ماسين ثماشينين ديريج. Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 avec l'émission Awal Nimaziran que vous propose l'association Thamazra. Donc, les gars, on revient à notre sujet. Donc, on a bien compris que l'État algérien, le régime algérien, comme je disais tout à l'heure, a bien investi sur deux régions qui sont la Kabylie et les Aurès. Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi qu'il a beaucoup investi, notamment pour mettre ces deux groupes un mazirophone important, les uns contre les autres. Notamment, d'ailleurs, il y en a qui disent depuis 62 que la sécurité militaire, les services de l'enseignement algérien, donc les tenants du pouvoir, ont fait sciemment de mettre au sein de l'armée, de mettre à la direction de l'armée algérienne, des Chaouis, et au service de renseignement justement, la sécurité militaire qui est devenue le DRS, des Kabyles. Non, mais je pense que le malheur ou le mal dans cette région de Thamazra, qui est l'Algérie, il provient d'abord des Chaouis et des Kabyles. Parce que vous venez, juste avant votre question, vous parlez du régime marocain, vous dites que c'est un régime islamique. Et avant la pause, on parlait de deux systèmes, de deux modèles institutionnels. Vous avez le modèle qui fonctionne sur l'idéologie, la nation islamique, la nation arabe. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est un système qui n'a pas de territoire. Quand on a évoqué une fois, vous prenez la constitution tunisienne, dans la France a applaudi, beaucoup de gens ils disent que c'est une constitution démocratique, elle s'applique à tous les pays du monde, sauf éventuellement la Tunisie. La même chose, ce qui se passe en Algérie, c'est un régime arabiste ou un régime islamiste sans les islamistes et sans les arabistes. Parce que l'organisation du pouvoir dans ce pays-là, comme au Maroc, comme en Tunisie, est organisée en arrière-plan sur l'idée la nation arabe et la nation islamique. Et ce qui explique que l'Algérie fait partie de la Ligue arabe, fait partie de l'organisation des pays islamiques, etc. Et quand vous revenez et repensez les choses en termes d'amazérité, vous dites quelles sont les grandes régions, parce que c'est un rapport de force, c'est la Kabylie et les Aurès. Je disais tout à l'heure 80% de tout, 80% des ressources matérielles, des ressources intellectuelles, des ressources démographiques. Vous additionnez la Kabylie et les Aurès, vous avez pour
disons, pour 35 millions. Hein. Donc, c'est l'Algérie, 35 millions. Le reste, vous savez, vous prenez une ligne droite d'Alger, 80% de la population est à l'est. Donc, la Kabylie, plus les Aurès, c'est à l'est. Et donc, c'est le problème qui se pose. Dans toutes les organisations, le pouvoir est parti pour une histoire d'équilibre régional, par affinité. Tous les services, par exemple, de l'armée, sont massivement kabyles. Donc, sécurité militaire, tout ce que vous voulez, hein, l'administration de la défense, etc. Et c'est pas une mince affaire. Hein. Une armée sans les services ne peut pas fonctionner. Les armes, ce qu'on peut appeler les armes, dans toutes les organisations militaires, on a les armes, on a les services. Les armes, c'est les chaouis. Simplement, on a fait que la structure la plus arabisée, avant la justice, c'est l'armée, qui a été arabisée par une petite minorité d'officiers chaouis et kabyles qui sont partis en Irak et en Syrie. Ils étaient formés en Égypte, en Irak et en Syrie. Ils sont revenus en 62, donc ils n'ont pas combattu. Ils ont combattu dans les collèges arabes. Ils n'ont pas combattu. Ils sont revenus. Il y a une structure. Ils l'ont arabisée. Ici, cette culture nassérienne bassiste qui a pu produire des officiers supérieurs kabyles et chaouis fortement arabisés. Et pour que ces élites kabyles et chaouis dans l'armée retrouvent des ressorts, des relais en Kabylie et dans les Aurès, donc ils ont arabisé. Ils ont arabisé à coups de milliards, il faut prendre 60 ans, hein, à coups de milliards. Et donc ils ont formé des élites dans la même famille. Dans une famille chaoui, vous avez un intellectuel qui est profondément amazigh et un intellectuel qui se considère arabe, qui est venu d'Arabie, descendant direct Abou Jahl. Donc, ils ont, côté chaoui, ils ont investi. Côté kabyle, ils ont revisité les structures héréditaires. Une partie des structures minoritaires, mais influentes en Kabylie. Ils les ont, et ça donne le relais à ces gens-là. Pour se maintenir au pouvoir, il faut que la Kabylie soit arabe. Donc, je parle des officiers kabyles. Hein. Ouais. Regardez le monsieur du syndicat national, de l'UJTA, Sidi Saïd. Il est plus arabe que les Arabes. Hein. Et pour se maintenir à la tête de cette structure-là, il faut que la Kabylie soit arabe. La même chose, Ben Flis, un chaoui, il parle le chaoui, il vit chaoui, mais pour être élu comme Premier ministre, il veut que les Aurès soient plus arabes. Parce qu'ils ont rompu avec une tradition millénaire. C'est le territoire qui fonde l'institution, la centralité, l'État. Ouais. Et notre problème, il est là aujourd'hui. Donc, si le territoire devient de plus en plus autonome, regardez, vous l'avez suivi parfaitement, le cas de l'Azouad. L'Azouad, quand il a revendiqué l'autonomie, l'indépendance, le premier pays qui a cherché à le saboter, c'est l'Algérie. C'est l'Algérie, oui. Justement, on va revenir à l'Azawad, hein, mais juste avant de revenir à l'Azawad et puis la Libye aussi, on va finir avec ces affaires algériennes, ces affaires liées à l'État algérien. Juste rapidement, on a entendu parler ces derniers temps qu'il y a des petits mouvements, des grands mouvements, on ne sait pas. En tout cas, il y a des mouvements du côté Touareg. Dans le sud, il y a eu des manifs, il y a un mouvement de masse apparemment, de contestation. Qu'en est-il réellement? Il y a un mouvement du côté de Tamanrasset avec un ultimatum, à un certain moment, ultimatum c'est lié un peu au début aux revendications sociales, et puis ça a dégénéré une manifestation dans certaines villes du pays Touareg, dans le Sahara. Et il y a eu des arrestations. Les Touaregs ont imposé un ultimatum au pouvoir. Vous le libérez, sinon. Et le pouvoir, il sait bien sûr la fidélité des Touaregs au territoire amazigh. Les Touaregs ne sont pas ils vont pas vendre ce territoire aux Américains, sachant qu'ils sont à côté, pas loin. Mais simplement, les Touaregs, comme est un peuple mouvant, dans le sens un peuple voyageur, il s'apprête peu
aux tractations. C'est pas les commerçants kabyles, c'est pas les militaires un peu chaouis qui ont dans la tradition de tempérer, de négocier, etc., de laisser le moment passer, on reviendra. Les Touaregs c'est un peuple intransigeant par sa nature, par le Sahara, par l'adversité naturelle, et le pouvoir a immédiatement incidé. Avec, bien sûr, le concours de l'actuel Premier ministre qui connaît suffisamment les Touaregs, avec tous les dangers autour du Sahara. Il s'est fait de peu pour rompre ce lien historique entre les Touaregs et l'Algérie, parce que les Touaregs sont attachés à l'Algérie. Ouais. Et le pouvoir assidé, si vous rajoutez à la fronde qui est en Kabylie, à la contestation qui est dans le Nzab, au mécontentement chez les Chaouis, vous rajoutez les Touaregs, fini pour le pouvoir. Ah oui, bien sûr. On va rester dans le monde Touareg, qui est, rappelons-le, l'État français, la France coloniale, a décidé de l'imiter et de la répartir sur 5 territoires étatiques, 5 territoires d'ailleurs qui sont le pur produit de la colonisation française, ce qui a fait que ce monde s'est éclaté. Et parmi ces composantes du monde touareg, qui a dû subir en 59-60 de subir l'État malien et l'État nigérien. On a vu récemment en 2012, un soulèvement dans ce que certains Touaregs appellent l'Azawad. L'Azawad est un territoire Touareg qui est sous l'autorité malienne, sous colonisation malienne. Et puis, ce soulèvement a fini 3 mois plus tard par la libération totale de ce territoire et la déclaration par le Mouvement national de libération de l'Azawad, le MNLA, de l'indépendance de l'Azawad. Malheureusement, les espoirs se sont très vite envolés et aujourd'hui on assiste à un chaos dans cette région et que cet espoir touareg est parti. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu rapidement, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, sur cette histoire, et pourquoi justement un mouvement qui a eu cette force de dégager l'armée malienne de son territoire en quelques mois et il n'arrive pas à instaurer sa république de l'Azawad qu'il a tant voulu. D'abord, historiquement parlant, il n'y avait pas de frontières en Afrique du Nord. Il y avait, c'est vrai, des centralités à l'est ou à l'ouest, à Gaïès ou à Fès, à Alger ou à Rabat, mais le reste des territoires, ils vivaient sans frontières. Là, si vous voulez, la seule frontière, c'était les territoires que devraient verser les impôts à telle ou à telle centralité. C'était ça. Et plus particulièrement, la centralité la plus avancée, c'était l'autonomie du Mzab. Donc les Touaregs étaient chez eux. Les frontières arrivent et les Touaregs se trouvent lisés. Je parle surtout des Touaregs qui sont en dehors de l'Afrique du Nord, Amazigh. Plus particulièrement les peuples de l'Aïr et le peuple de l'Azawad. Le nord du Mali, pour vos éditeurs, et le nord du Niger. Ces deux peuples-là, c'est le même peuple. C'est le même peuple que les autres peuples Touaregs en Libye, en Algérie, etc. Et rapidement, ce qu'ils appellent aujourd'hui les Touaregs au nord du Mali, l'Azawad, non. L'Azawad, c'est de Gadamès, de Tunisie, jusqu'à Tombouctou. Ça, c'est le nord-sud. Et bien sûr, du Tchad jusqu'au Maroc, jusqu'au sud du Maroc. Donc, il se trouve donc une petite partie, entre 5 millions à peu près, qui se trouve hors du territoire de l'Azawad. Et le peuple touareg conduit plusieurs soulèvements, dont celui bien sûr de 92, 2002, et l'expérience, la capacité de se déployer dans le Sahara, tout ça, c'est des qualités touareg. Et il déclare un État et il déclare l'indépendance. Simplement, les puissances régionales et la France, l'Algérie, le Maroc ont pu
chacun a sa manière de pervertir cette indépendance. En disant, d'abord, on va négocier et pour gagner du temps. Et au sous-table, ils ont armé les islamistes. Le Maroc par l'Ouest, l'Afrique de l'Ouest, donc le JMAO, Mouvement pour l'unité. L'Algérie, c'est par Ansar Din, Agrali. Et bien sûr, aujourd'hui, on a même un État islamique du Grand Sahara, Daesh. Et donc, on a vidé donc, le mouvement national de libération de l'Azawad, le MNLA, de son contenu territorial. On a supprimé le territoire, donc ce territoire n'est pas important. Donc, on peut le rattacher au Mali, on peut le rattacher même à la planète Mars. Ce qui est important, c'est les idées. Et vous vous rappelez sûrement quand un chef Touareg est parti au Maroc, il est rentré, il portait le nom Ag Sherif. Ouais. Il passe dans la mosquée et il sort Ara Al-Sharif. Donc, ils l'ont vite islamisé et arabisé. Arabisé, ouais. Donc, l'islam et l'arabité remplacent les territoires. Et c'est, comme vous m'excusez, le poisson pourri par la tête. On a pourri la tête du MLNA et donc, le résultat, c'est la destruction de ce mouvement d'émancipation, de libération, d'indépendance du peuple touareg. Et bien sûr, l'État français n'est pas... Absolument. La France, je l'ai dit, la France, l'Algérie et le Maroc. Voilà. Moi, je dirais d'ailleurs que peut-être que la France, son rôle est encore beaucoup plus important. Parce que le plus grand acharnement, je pense, que contre la libération de l'Azawad, c'est, on l'a vu chez les Français qui sont intervenus les premiers contre cette déclaration d'indépendance et qui ont exigé du MNLA de renoncer à cela. C'est ce qui expliquerait peut-être leur intervention. Non, il y a un partage de rôle. Chacun en fonction des moyens. Ouais. Les Algériens se sont intervenus de manière souterraine en mobilisant les réseaux islamistes et arabistes. Imaginez, dans le Sahara, dans cette région que vous connaissez, il y a même un mouvement qui s'appelle le mouvement arabe de l'Azawad. Oui, exact. Ouais. Je sais pas, c'est des Arabes qui viennent du ciel. Les Arabes sont partout, non? Ouais. Ils viennent du ciel. J'ai rien contre les Arabes. Non, les Arabes, j'ai rien contre. Mais les mouvements islamiques de l'Azawad. Ouais. Le mouvement ceci. Ça, c'est la politique souterraine des services algériens. Exactement. La bénédiction de l'émir des croyants, donc le roi du Maroc, l'émir des croyants, c'était de trouver un lien califal, historique, chérifien sur cette région. Et la France, en tant que puissance coloniale, défend ses positions territoriales, parce que pour elle, le Niger, c'est l'uranium, etc. Donc, elle a utilisé la force et les moyens. Alors, on va s'offrir aussi une autre pause musicale. Et je vous rappelle que vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 avec l'émission Awelni Maziran qui vous est proposée par Tamazra. صفات يقور نزباغ جريسنا أمي تسدى محقور متعزلين يجير في ذقن بذي مثل العرور ذي الشتوى يسر وثانا ذقن بذي مثل العرور
ذي الشتوى يسر على درار لفيرة مرصى المجاهدين هاشلوي في حران الشحنان الواسي وين هاشلوي في حران من واسيم البحر ما يهدد فينا طيشان الفودايان الفوشي ما يفوت كرصاص انا عباس ريفاسان الصيمات فيها فساس أول سواسي غسولنان الصيمات فيها فساس أول سواسي غسولنان سمح البس وفي فرسان ثامر فاتي فات صغير عبر يوجد سوان ينو الفات وقلب وجديد لجهد العقل فيفان ينو الفات وقلب وجديد لجهد العقل فيفان الصغار أرد يا سلاوان مدويتي حجم ثورة
حوايج لهنا تجرح وقبل الرومان تمازيغ حوايج لهنا تجرح وقبل الرومان Azul flakoun, azul flawan, et tikkelt navan, naqlakouni de radio fréquence Paris pluriel 106.3. تذويلت اون دهقا ثمزغا اول ني مزيغن غار ثماشينين ديريج ذاكي ذونا رساواض مسين ينفقين غاساكيا لاكاش كروش. Avant de passer à autre chose, pour finir le tour de Thamazra, et rapidement, on va essayer de dire un mot sur la situation en Libye. Comme vous le savez, il y a en 2011, les Libyens ils se sont débarrassés du dictateur Kadhafi et de son régime. Le rôle joué par Imaziran de Libye était primordial. Moi, je dirais que c'est grâce à eux que Tripoli a été libéré et c'est grâce à eux que le régime est vraiment tombé. Donc, le rôle des Amazirs, d'Infoussen et de Atouilou, le Zouara, était d'une grande importance. Ces Amazirs de Libye, que beaucoup croyaient disparus, le rôle nous a beaucoup surpris, agréablement surpris, puisque c'est avec les Amazirs de Libye que l'amazirité, que les couleurs amazirs ont eu le plus de visibilité à travers le monde. Puisque les Amazirs de Libye, quand ils ont fait la guerre contre Kadhafi, ils ont mis en avant leur amazirité, ils ont mis en avant le drapeau amazir, ils ont mis en avant la langue amazir. Malheureusement, le monde n'a pas su écouter ces Amazirs, n'a pas su essayer de donner un rôle, leur place aux Amazirs de Libye. Le monde a préféré plutôt négocier et essayer de mettre en place, parce qu'il a fallu remplacer Kadhafi, ces puissances qui ont bien sûr contribué, qui ont fait beaucoup pour que Kadhafi disparaisse, ont tout fait pour que ce soit l'arabo-islamisme qui reste au pouvoir. Alors, Laga, est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement les raisons de ce choix, la communauté internationale, de ne pas écouter les Amazirs qui sont là, qui nous parlent au quotidien, et plutôt d'essayer de placer et de faire en sorte que ce soit toujours les mêmes qui continuent à gouverner dans ce territoire. Oui, malheureusement, toutes les formes, je dirais, je suis presque affirmatif. Je n'aime pas être affirmatif, mais si vous prenez sur 2000 ans, comme disait Kateb Yassine, toutes les formes conviennent aux puissances internationales, sauf la forme amazigh. La raison pourquoi toutes les formes, ce qui se cache derrière les formes de gouvernance en terre d'Afrique du Nord, c'est la tutelle. La tutelle arabique, la tutelle ottomane, la tutelle romaine, la tutelle byzantine, la tutelle française, la tutelle islamique, sauf la mazirité. Et c'est tout à fait normal, vous venez de le préciser, les Amazirs de Libye, c'est les milices armées avec le drapeau amazir, c'est les premiers combattants qui ont pénétré Tripoli. C'est connu, c'est établi par la presse, par les observateurs. C'est eux qui ont libéré le palais de Kadhafi. Simplement, les puissances internationales, ils étaient présentes, ils ont les moyens d'intervenir. Puissances internationales et puissances régionales, particulièrement l'Algérie et l'Égypte. S'ils laissent faire les Amazirs, ils auront un contre-modèle de gouvernance. C'est pour on peut spéculer, vous et moi, rapidement. Si on laisse les Amazirs
progresser vers l'est, c'est-à-dire aller jusqu'à Benghazi et faire jonction avec les Touaregs au sud, nous aurons un État amazigh en Libye. Quelles sont les conséquences pour l'Occident, pour nommer les choses? Donc, principalement la France, l'Italie et les pays de la région, principalement l'Égypte et l'Algérie. Vous avez un contre-modèle d'un État califal à Alger et d'un État califal en Égypte. Et vous avez un autre contre-modèle pour la France. La France veut toujours des États supplétifs, des pays qui tournent autour de son centre. L'Italie, la même chose. Et donc, d'un coup, vous aurez un pays indépendant, au sens souverain, avec 48 milliards de barils, de ressources énormes, avec un bassin sédimentaire qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, avec des ressources en eau, avec un peuple jeune, Et donc, vous aurez en face de Rome une nouvelle puissance. Et c'est ça la raison. Ils ne veulent pas de puissance. Et c'est pour ça qu'ils ont favorisé deux rivalités, deux façades de la même monnaie. Les islamistes à Tripoli, type frères musulmans, et les islamistes traditionnels, type les sunnis à Benghazi. Et la bataille continue et s'épuise. Les uns sont soutenus par l'Égypte et l'Algérie et l'Arabie saoudite. Les autres sont soutenus par Qatar, par la France. Et la bataille continue, au détriment de la paix et des richesses de la Libye. Et bien sûr, du projet amazigh, finalement. On va clore ce chapitre du tour de Tamazgha. J'aimerais bien qu'on parle d'un projet dans lequel vous êtes impliqué. C'est le Centre d'études nord-africaines. Il est plus que projet. Maintenant, il est en phase donc de concrétisation. C'est un centre d'études nord-africain qui a deux aspects. D'abord, pluridisciplinaire. Deuxièmement, académique. Pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'il doit mobiliser toutes les compétences d'Afrique du Nord, anthropologue, sociologue, ethnologue, économiste, historien, parce que nous sommes en face d'un immense travail de reconstitution de ce puzzle. Et donc, les compétences en terre d'Afrique du Nord ne manquent pas. Les compétences existent, mais elles ne sont pas fédérées. Comme pour ce qu'on disait tout à l'heure, les énergies existent en terre d'Afrique du Nord. Je dis en terre d'Afrique du Nord, par opposition aux terres d'islam, par opposition aux terres d'arabes. C'est en terre d'Amazir, Tamazgha. Terre d'Amazir. Donc, c'est de reconstituer donc, des travaux académiques sur toutes les questions, parce que moi, je me considère amazigh de Libye. Si j'interroge l'histoire, c'est tous disent net, la plus grosse confédération. Quand on sépare les Touaregs et les Chaouis, non, c'est le même peuple. Bien sûr. Quand on sépare les Kabyles, des Zouawa, des Sanhaja, c'est le même peuple. Et là, bien sûr, les textes, les écrits, les chroniqueurs arabes, romains, français ont écrit, tout le monde a écrit, mais ce n'est jamais vu ou recorrigé par des intellectuels, quelle que soit leur culture, des intellectuels berbères. Également, ce centre est le prolongement bien sûr, les porteurs du projet ont appelé l'Institut nord-africain. Nord-africain, ça signifie, on revient à la case, à Teferka, à la terre, l'Afrique aux Africains. Vous voulez, le père fondateur. C'est pour ça le choix de son nom. Il y aura pas mal de choses. Il y aura une revue, donc une revue académique. Pour le moment, nous sommes un peu modestes, parce que c'est question aussi de moyens semestriels. Ouais. Donc, c'est le délai académique, parce qu'on ne peut pas faire une revue chaque trimestre ou chaque mois, c'est pas possible. Donc, si on a 2 revues par an, précédées de conférences,
des rencontres entre experts intellectuels reliés par tout ce qui est organisation, association, réseaux sociaux de la communauté berbère en terre d'Afrique et en dehors de l'Afrique du Nord. Je pense que l'objectif sera atteint. Il y a suffisamment d'activités, d'efforts dans le monde amazigh, mais il n'y a pas cette institution-là. Prenez par exemple, imaginons, il y a une vingtaine d'années, on avait créé ça. Regardez maintenant Tamazra.fr. Elle a apporté énormément de choses dans le domaine du relation, de la politique, de la reconnaissance de la langue, tout en étant à la fois un acteur associatif, un acteur politique, et de temps en temps, elle pousse vers l'aspect académique, parce que vous invitez, généralement, sont des experts, sont des profs, des professeurs, sont des chercheurs. Nous, on veut intervenir après, c'est-à-dire qu'on veut regrouper plutôt ces compétences dans tous les domaines. Moi, je ne peux pas expliquer tout. Vous ne pouvez pas expliquer tout et personne ne peut expliquer tout. Non. Mais si on se met tous sous une forme très souple, donc un centre d'études, et à partir de là, on peut produire des choses qui vont rester. Exactement. Et on en a besoin. Oui, on a besoin. Voilà. En tout cas, c'est, bravo pour l'initiative et j'espère, je suis sûr que ça va apporter et ça va aider à la réflexion et à la construction d'un projet amazigh. Parce que bon, c'est ça, au fait, c'est ce projet-là qu'il nous faut. Alors, juste une petite précision. Sur le projet amazigh, ce n'est pas simplement la dimension politique, ce n'est pas la dimension même institutionnelle. Bien sûr, c'est vrai. Je peux vous citer un exemple, c'est comment construire. Tout ce qu'on disait tout à l'heure. Nous, là-bas, c'est le territoire. Est-ce qu'on connaît notre territoire ? De quelle façon il est organisé ? Comment on va l'organiser ? Et quels sont les mouvements des populations ? Et ça relève des approches académiques. Ça ne relève pas des politiciens. Le politicien, il doit s'appuyer. C'est à peu près, modestement, imaginons, dans 50 ans, ça va être le CNRS du monde amazigh. Exact. Et donc, qui n'exclut personne. Les personnes sont exclues s'ils ne sont pas académiciens. Donc, l'approche académique qui doit favoriser l'émergence de ce qu'on pourrait dire le projet amazigh. Très bien. Alors, donc, justement, dans ça, pour rester toujours dans ce projet amazigh, Awelni Maziran est une émission, encore une fois, qui vous est proposée par Tamazra, qui est basée à Paris. Et nous tenons, pour cette première émission, à remercier Radio Fréquence Paris Pluriel qui a bien voulu nous accueillir et nous laisser ce créneau mensuel qui nous permettra justement de développer cette émission et d'apporter notre pierre à cet édifice qui est le projet amazigh. Donc, comme tout ce que Tamazra fait, cette émission va contribuer au combat amazigh, au combat des amazighs. Parce que Tamazra considère qu'il mène, il participe, il contribue à ce combat des amazighs pour leur libération, pour qu'ils puissent recouvrer leur souveraineté perdue. Donc cette émission est une émission en construction. On va la développer en fonction des participants, en fonction des auditeurs. Voilà, donc l'une des choses qu'on va vous proposer, et ça sera systématique à chaque émission, on a envie de rendre hommage à quelqu'un qui a fait beaucoup pour la langue, parce que la langue, c'est important, ça fait partie des choses importantes dans cette amazighité, à quelqu'un qui a fait énormément de choses. C'est quelqu'un qui représente énormément pour la langue kabyle et qui a joué un rôle très très important, à savoir, c'est un monument de la littérature kabyle, à savoir Mouhia. Donc Mouhia, يورث قبيليث يورث قبيليث يخدم تصيد قبيليث هي الأقول ثذويل تكاكينيا أنا عرض أدنسل إكرا قوين دي خدم قوين يورا قوين دينا محيا الساقيا أثن نفرناوند يون قدريسن إيقورا ذنسا ستيماديس أراثي دينين وهي الدين قسام
ذا محفوس دي فو يكور ذان ذي برواقيا اتشي غاغروما بركان ذي برواقيا ثينا كني جيغ تترو معدان الأعوام وقاذا غايثتون وهي الدين قسام ذا محفوس الدوسنا سال يرنور خذي ماغ ذي برواقيا نشكا لكن ذي السيناغ رفضغ ذي طيوسيك ني غلد في اللي طلام يبعد وين نتمني وهي الدين قسام ذا محفوس ذاقي وعار ذي برواقيا أم التجرانين صغار ذي برواقيا زيكني من سفلي تدخذ مغلوقام زي غم الزهري وذيري ثوهي الدين قسام ذا محفوسا دات ستورا أكني وذرار أكن نثر نوذكرا إزاد نغوار ميروح غد الزيقورا ساد الزوغ في اللام يتقام يدي يسيضا سوهي الدين قسام ذا محفوس تغزي بوضان ذي برواقيا نروى تلكين دي الفضان ذي برواقيا وقي ذي ميس وقي ذا النيس مديوسنا الدم ثيك والترقو غلخيالي سوهي الدين قسام زريغ شو يقونين ذاقي غير مثاغ يمطاون ذكور اللي نسنا ذفغاغ هدا السنة ذياوين ذبدل غاخام هاد نتقاغ سدو ثمذلين وهي الدين قسام وهي الدين قسام صغر محيا أقل كنيد راديو فريكونس باري بلوريال 106.3 ثذويلت إوندهقا ثمزغا إمونسما أول نمازيغن. Encore une fois, nous sommes sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3, Awel Nimaziran, et Undhaga, Thamazra, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur Internet et sur son site thamazra.fr. Thamazra, ça s'écrit Tamazgha.fr. Vous pouvez bien sûr trouver Thamazra sur Facebook, Thamazra. Vous pouvez trouver bien sûr Thamazra sur Twitter. Pour Radio Fréquence Paris Pluriel, vous pouvez la retrouver aussi sur Internet, sur rfpp.net. rfpp.net. نكفو تذويل تاكينيا سكرا يسلن يعني إذا السامازيغ تثليث مازيغ d'une manière générale. On va essayer de clôturer notre émission avec quelques informations. Je vais commencer par annoncer quelques ouvrages qui traitent de la question berbère. Le premier, c'est un ouvrage de Abdellah Bounfour, qui est professeur de littérature berbère à l'INELCO. Cet ouvrage, il est intitulé « Introduction à la littérature berbère ». Et c'est le 3e tome qui traite du conte merveilleux. Il vient de paraître aux éditions Peters, donc Abdellah Bounfour, « Introduction à la littérature berbère », le conte merveilleux. Un autre ouvrage qui vient de paraître aussi, c'est un ouvrage de Ramadan Achab, aux éditions qui portent le même nom, les éditions Achab, et l'ouvrage, il est intitulé Recueil de textes, donc Amoud Nidarisen, 1981-2018. Alors cet ouvrage-là, il rassemble des textes de Ramadan Achab, qui est connu pour son action dans le mouvement Amazigh. Mais Ramadan Achab est un mathématicien, est un prof de mathématiques à l'université. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a soutenu une thèse sur la néologie berbère, la néologie lexicale en berbère, en 1994. C'est une thèse qu'il a soutenue avec Salim Chaker à l'INALCO. Alors, dans cet ouvrage, vous allez trouver quelques éditoriaux de Tafsouth, de la revue Tafsouth. C'est une revue entre guillemets clandestine des années 80 qui paraissait en Kabylie. Il y a des communications de l'auteur, de Ramadan Achab, sur la langue qui porte sur la langue berbère et l'État algérien d'une manière générale. Et puis, il y a aussi un aperçu des activités du groupe d'études berbères en France, en région parisienne, durant les années 70. Pas mal d'articles sur un thème qui lui tient à cœur, qui est la néologie, le thème sur lequel il a soutenu sa thèse. Et puis, quelques entretiens aussi avec l'auteur, avec Ramadan Achab, dont un d'ailleurs qui est paru dans la revue Imazir Nassa, une revue de Thamazra, qui est paru en 1996. L'autre ouvrage que je voulais aussi signaler qui est très important, qui est très intéressant, c'est un dictionnaire qui est intitulé « Dictionnaire raisonné berbère français » de Milot Taifi, professeur de berbère à l'université de Fès. Donc, c'est un dictionnaire qui vient de paraître à Rabat
et c'est l'IRCAM qui l'a publié. C'est un dictionnaire de plus de 1200 pages. C'est vraiment un chef-d'œuvre, hein. C'est une mine d'informations. Et ce dictionnaire de 1205 pages, donc dans le même ouvrage bien sûr, est suivi de 2 index d'à peu près 1500 pages aussi, hein. Alors les index sont de Patrice Pognon. Alors le premier, c'est un index qui donne les formes des mots berbères, donc il donne leurs racines. C'est très important en fait, ça facilite la recherche dans le dictionnaire. Le deuxième index, il donne les significations aux significations françaises, il donne des racines berbères. Donc, bien sûr, cette façon-là permet aux non-berbérophones de retrouver les mots qu'ils rechercheraient en berbère. ثنميرت يكون متين يكون وين غديسلان إذ ويلتاقينا ثم زوارو ثم دهقا ثم زغا أولني مزيغن دي راديو fréquence par les pluriels 106.3. Donc nous vous remercions toutes et tous d'avoir suivi cette première émission que vous propose Thamazra sur les ondes de la radio fréquence par les pluriels 106.3. Une radio que vous pouvez aussi retrouver sur internet, hein, au lien suivant rfpp.net. Et l'émission que vous avez suivie, c'est Awelni Maziran, une émission qui vous est proposée par Thamazra que vous pouvez retrouver aussi sur internet thamazra.fr. Aujourd'hui, à la technique, c'était Erige. Au micro, c'était Massine. Notre invité, c'était Laga Chegrouche. Et pour la prochaine émission, nous vous donnons rendez-vous le lundi 1er octobre de 19h à 20h30 sur fréquence Paris pluriel 106.3. Musique avec Daniel Benzassi. Merci, et musique qui nous vient direct de Libye. Avec le Navan. أفريقياتي من نشتي مرنو ميديات سين اللالتينيري ذكر دي استقرولان نشرين دي مازيغان يا جبنا غلبيا فلاسان وشي منق الراشدنا غدولا نخسار هيا لما تولو لكر طامورتيك التصف تقرولان من نشتي مرنو ميديات سين اللالتينيري ذكر دي استقرولان نشمين دي مازيغان يا جبنا مغربيا فلاسان وشي منق الراشدنا غدولا نخسار Suzy
غيبيا فلاسان وشيماتنا الراشمنا